L'Europe a lancé un ultimatum strict au Kremlin pour la signature d'un accord de paix dans lequel des exigences strictes sont imposées à la Russie. Et ces exigences ont même surpris les Européens eux-mêmes. Pour faire court, parvenir à la paix ne consiste pas seulement en des concessions de l'Ukraine. Par exemple, l'Europe exige de Moscou le retrait de ses troupes de la Biélorussie, de la Moldavie, de la Géorgie et de l'Arménie. La Russie est obligée de verser des réparations non seulement à l'Ukraine, mais aussi aux pays européens. Les élections en Russie doivent être surveillées internationalement pour empêcher le dictateur Poutine de les falsifier. Aucune amnistie pour les Russes pour les crimes de guerre. Et en plus, la Russie doit réduire son armée et réécrire sa législation. Bien sûr, toutes ces exigences y semblent maximalistes, mais mes amis, elles reflètent parfaitement les exigences insensées que la Russie impose à l'Ukraine et à l'Europe. Et de telles exigences n'apparaissent pas par hasard. Les services de renseignement des pays européens ont déclaré que Vladimir Poutine utilise les négociations de paix pour se rapprocher des États-Unis et conclure des accords avantageux avec Donald Trump, et non pour arrêter la guerre. Dans cet épisode, nous allons examiner ensemble les exigences de l'Europe envers la Russie et discuter pourquoi certains ont déjà qualifié cela de prétendue prolongation de la guerre. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet avant de commencer cet épisode. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire votre commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Ainsi, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a envoyé aux États membres de l'Union européenne un document intitulé « Intérêts fondamentaux de l'Europe pour assurer une justice globale, des bases solides pour une paix durable et la sécurité du continent », avec une liste de mesures que la Russie doit prendre pour parvenir à la paix en Ukraine. Enfin, quelqu'un l'a fait. Parce que Poutine ne fait que raconter à quel point il veut la paix, mais quelles sont les exigences envers Poutine ? Qu'est-ce que ce minable chauve doit faire pour mettre fin à la guerre ? Eh bien, les Européens ont publié cette liste. Je sais que des Russes mal lavés vont bientôt débarquer et se plaindre dans les commentaires que tout cela leur était égal, etc. Mais cet épisode est destiné aux spectateurs raisonnables, pas aux créatures des marais. Donc, dans le document que Kaja Kallas a envoyé à ses partenaires, il est question de la réduction du nombre de troupes d'occupation. C'est-à-dire que la Russie doit réduire son armée, retirer les occupants non seulement d'Ukraine, mais aussi du territoire des États voisins, payer des réparations et mettre en œuvre des réformes démocratiques en Russie. Le document précise que, bien que l'Union européenne ne soit pas directement représentée à la table des négociations menées ces derniers mois par l'Ukraine, la Russie et les États-Unis, ces pays financent une part importante du soutien à Kiev. C'est pourquoi l'Europe a le droit de formuler de telles exigences. Le document contient également des points qui relèvent de la compétence de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les Européens affirment qu'un accord de paix durable est impossible sans leur participation aux négociations et sans la prise en compte de leurs intérêts. Comme indiqué dans le document, la paix ne dépend pas seulement des concessions de l'Ukraine. Il faut aussi cesser de faire pression sur elle, comme le fait Donald Trump. À présent, l'Europe doit discuter de ce que la Russie doit faire pour que l'UE envoie son émissaire pour des négociations. Je rappelle qu'Emmanuel Macron défend cette idée. Pourquoi avoir confié toute la négociation aux Américains ? Bien que certains aient qualifié les exigences de l'UE de maximalistes, elles correspondent en réalité à celles présentées par les Russes. Alors, quelles concessions Bruxelles exige-t-il de la Russie ? Je vais les énumérer maintenant. Premièrement, si Kiev accepte de réduire les effectifs des forces armées ukrainiennes et de les retirer de certaines zones du front, Moscou doit faire de même en réduisant l'armée russe et en retirant les occupants russes de la ligne de front. Il n'est pas nécessaire de reconnaître juridiquement les territoires occupés, il faut simplement les démilitariser. Troisièmement, la Russie doit cesser ses campagnes de désinformation, de sabotage, de cyberattaques et les violations de l'espace aérien à l'encontre de l'Europe. Quatrièmement, les Russes ne doivent pas s'ingérer dans les élections des pays européens et des États voisins. Cinquièmement, il faut retirer les armes nucléaires du territoire de la Biélorussie. Sixièmement, le Kremlin doit également renoncer à la présence militaire russe en Biélorussie, en Ukraine et en République de Moldavie. C'est la première fois qu'on dit aux Russes sales de quitter tous les territoires occupés, de rassembler leurs affaires et de partir. Septièmement,
Il faut interdire toute amnistie générale pour la Fédération de Russie concernant les crimes de guerre. Il ne faut même pas en discuter. Tous ces criminels de guerre doivent être punis. Huitièmement, la Russie doit garantir l'accès des enquêteurs internationaux au lieu des crimes potentiels. Neuvièmement, les engagements internationaux doivent en primer sur la législation interne de la Fédération de Russie. Dixièmement, la Russie doit verser des réparations, non seulement à l'Ukraine, mais aussi aux États et entreprises européens, et compenser les dommages écologiques. Onzièmement, l'organisation des élections en Fédération de Russie doit se dérouler sous contrôle international. C'est justement une réponse miroir au Kremlin, qui criait qu'il fallait instaurer une administration extérieure à Kiev pour organiser les élections, et pour écarter Zelensky et le gouvernement actuel de l'Ukraine du pouvoir. L'Europe dit à Moscou « Faisons la même chose, alors on pourra discuter ». 12e point. Le Kremlin est obligé de libérer les prisonniers politiques. 13e. Le retour des civils et des enfants déportés. 14e. Le respect des principes de la liberté des médias. 15e. L'abrogation en Russie des lois limitant l'activité des médias indépendants et de la société civile. 16e. La Russie doit coopérer à l'enquête sur la mort des hommes politiques d'opposition Alexei Navalny et Boris Nemtsov. Il est aussi rapporté que les ambassadeurs de l'UE doivent discuter ce document, puis certaines dispositions pourront être examinées par les ministres des Affaires étrangères du bloc. Tout cela est fait nécessaire afin de tenter de rétablir un contact direct entre les Européens et les Russes. Je tiens à souligner que l'idée de reprendre les contacts avec le Kremlin dans le cadre de négociations de paix visant à mettre fin à la guerre en Ukraine a déjà provoqué une certaine division au sein de l'UE. Certains États appellent tout de même à nommer un envoyé spécial pour négocier avec les Russes, comme cela a été fait à la Maison-Blanche en nommant Steven Witkoff et Jared Kushner. Certains estiment que la Russie doit d'abord faire des concessions avant toute discussion sur un format de dialogue. Et ici, certains ont déclaré qu'avec de telles exigences, l'Europe ne fait que prolonger la guerre. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine n'acceptera jamais cela. Mais aujourd'hui, les chefs des services de renseignement européens évaluent de façon pessimiste les chances de parvenir à un accord cette année pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et ce, malgré la déclaration du président américain Donald Trump, selon laquelle les négociations menées avec la médiation des États-Unis ont rapproché la perspective d'un accord de paix. Aujourd'hui, le Kremlin a annoncé que la médiation des États-Unis est désormais remise en question. Il n'aime pas que Trump, par exemple, en plus de faire pression sur l'Ukraine, impose également des sanctions contre le secteur pétrolier russe, en se demandant « qu'est-ce que c'est que ça ?» Si Trump est un médiateur, alors il devrait être entièrement du côté de Moscou. Eh bien, nous comprenons que la logique des moscovites est complètement pervertie, et ils pensent que la médiation signifie qu'on doit être de leur côté. Revenons donc aux conclusions des services de renseignement européens, selon les chefs de 5 services de renseignement européens. Ils affirment que la Russie ne cherche pas à mettre fin rapidement à la guerre et utilise les négociations avec les États-Unis pour lever les sanctions et conclure des accords commerciaux, pas pour arrêter le conflit. Et aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclare « Écoutez, nous serions ravis de conclure des accords commerciaux et économiques très avantageux avec les Américains. Nous serions heureux de confier aux Américains le développement de nos gisements de pétrole et de gaz, et ainsi de suite. » Mais, dit-il, les sanctions empêchent de commencer tout cela, laissant entendre que les Américains devraient d'abord lever les sanctions, puis on discutera de la coopération. Voilà. Ces remarques des services de renseignement européens soulignent la différence frappante de point de vue entre les capitales européennes et la Maison-Blanche, qui souhaitent conclure un accord de paix avant juin, avant les élections de mi-mandat au Congrès américain en novembre. Et Donald Trump affirme que, selon lui, le dictateur russe Vladimir Poutine il veut vraiment conclure un accord de paix. Mais en Europe, on est convaincu que c'est n'importe quoi. Et les Russes eux-mêmes l'ont confirmé aujourd'hui. Au Kremlin, on a rappelé que pour parvenir à la paix en Ukraine, Vladimir Poutine exige toujours le démantèlement effectif de l'OTAN. La veille, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la Russie exigerait de l'OTAN une garantie juridique de non-extension dans le cadre d'un accord de paix. Ces exigences prévoient l'annulation du déploiement des forces et des systèmes dans les pays qui ont rejoint l'Alliance après 1997. De plus, Poutine exige que l'OTAN renonce à la politique de la porte ouverte, à l'élargissement vers l'Est et au partenariat sur le flanc oriental, y compris avec l'Ukraine.
C'est pourquoi l'exigence de l'Europe envers les moscovites de retirer les troupes russes de toutes les régions occupées, non seulement en Ukraine, mais aussi, par exemple, en Moldavie et en Géorgie, ne semble plus si extravagante. De plus, je comprends bien sûr que ce sont des exigences extrêmement maximalistes. Pardonnez-moi la tautologie. En effet, si nous vivons dans le monde réel, nous comprenons que Moscou ne satisfera pas à toutes ces exigences. Nous comprenons qu'il s'agit d'exigences formulées dans un monde démocratique idéal. Mais il est important de comprendre ici que si l'Europe pose de telles exigences, cela signifie qu'elle ne se laissera pas avoir par un éventuel accord entre Poutine et Trump. Et par exemple, si Trump commence réellement à lever les sanctions américaines contre la Russie, alors l'Union européenne ne le fera pas. S'il fixe ses exigences à Moscou, il dira « Écoutez, nous serions ravis de lever les sanctions européennes, mais voici notre liste d'exigences, que Poutine les remplisse, ensuite nous lèverons les sanctions, et alors nous pourrons discuter. » C'est-à-dire qu'ainsi, l'Europe retrouve sa subjectivité dans cette situation. Et puis, n'oubliez pas non plus que, par exemple, le système SWIFT, les transferts bancaires, ne seront pas débloqués pour Moscou sans l'accord de Bruxelles, peu importe à quel point Donald Trump le souhaiterait. Pourquoi ? Oui, car le siège de cette organisation est en Europe et elle est gérée par l'Europe. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like si cet épisode vous a paru intéressant et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de notre chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et informations indiqués dans la description de cette vidéo. Il y a différentes plateformes, choisissez celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.